Au sommaire de ce 13h, la proclamation des résultats du premier tour du baccalauréat session 2023. L'émotion était au comble au lycée Nelson Mandela de Ouagadougou et au lycée Ouézin Koulibaly de Bobo-Dioulasso. La proclamation des résultats dans ces deux centres à suivre dès l'entame de cette édition. À peine repris dans la matinée d'hier, le procès de l'affaire recrutement frauduleux à la CNSS a aussitôt été suspendu. Les avocats des prévenus de la partie civile ne se sont pas présentés à l'audience. Tous les détails dans un instant. Et puis dans l'actualité de ce 13h également, l'inauguration d'un centre d'oncologie pédiatrique au CHU Algado Ouedraogo. Le joyau est offert par le Lions Club International District 403A3 en collaboration avec la Fondation Orange. Ce centre permettra de prendre efficacement en charge les enfants atteints de cancer au Burkina. Bonjour et merci de nous suivre. L'émotion était au comble dans la matinée d'hier au lycée Nelson Mandela de Ouagadougou. Ce centre de composition du baccalauréat session 2023 a accueilli 287 candidats dans le jury 143 et enregistre 53 admis à l'issue des résultats du premier tour, soit un taux de réussite de 18,47%. L'ambiance de la proclamation des résultats dans ce centre avec Dorothée Bambara et Mamidriana Kamabou. 10h30 ce vendredi 30 juin au lycée Nelson Mandela. La pression monte pour les candidats en attente de leurs résultats du baccalauréat session 2023. Le stress se lit sur les visages. Les premiers résultats prononcés assez bien. Et les admis explosent de joie. Oui, je suis heureuse. Je ne croyais pas. Ma première fois au premier tour. Oh mon Dieu! Oh, j'ai eu mon bac. C'est l'émotion. Je suis tellement contente d'avoir réussi à mon examen. Je remercie le bon Dieu de m'avoir permis d'avoir mon bac. Je suis tellement contente. Je remercie mes professeurs qui m'ont permis d'avoir mon bac. Je remercie tout le monde, tous ceux qui m'ont assisté. Je les remercie beaucoup. Que Dieu les bénisse. Donc on est venu composer dans la peur, mais avec l'aide de Dieu seulement, ça a été, on est vraiment content. On est vraiment content. On a bataillé, on a travaillé dur pendant 9 mois. On a fait des veilles. Ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de matières où on ne pensait pas s'en sortir. Donc bon, au final, ça s'est bien passé. J'étais pas sûre. J'étais pas sûre. Ah bon, puisqu'on ne sait pas comment va se passer la correction, donc j'étais pas sûre du tout. Les admis doivent porter désormais la réflexion sur les orientations futures en vue de la poursuite des études universitaires. Si certains ont déjà identifié leur filière d'études, bon nombre d'admis n'ont pas encore fait ce choix. Madame, après on va voir ça. Actuellement, on ne peut pas parler de ça, mais après on verra. Je ne sais même pas, les mots me manquent. Donc, je suis contente. Je sais pas quoi dire. Je suis tellement contente. Bon, je ne sais pas d'abord, puisqu'il va falloir que je discute d'abord avec mon frère. On va choisir après. Au lycée Nelson Mandela, les résultats sont peu satisfaisants pour le jury 143. En effet, ce jury a accueilli 287 candidats à l'examen et enregistre 53 admis à l'issue des résultats du premier tour, soit un taux de réussite de 18,47% selon le président du jury, Judaïla Nagalo. Et avant la proclamation des résultats, le président du jury 143 a donné quelques consignes aux candidats concernant leur diplôme et relevé de notes. Ceux qui seront déclarés admis, ils n'ont qu'à rester, ce n'est pas la peine de partir pour venir en même temps récupérer les attestations et les relevés. Ceux également qui ne seront pas au second tour ni au premier tour peuvent également rester pour récupérer les relevés. Parce que s'ils ne récupèrent pas, nous on envoie ça à la DGEC et ils vont se rendre là-bas pour prendre ça et c'est payant. 71 candidats sont admissibles pour les épreuves du second tour. Ces épreuves sont prévues se tenir le 3 juillet prochain. Le président du jury espère que les résultats du second tour rehausseront le taux global de réussite.
Joie et émotion étaient également au lycée Ouézin Koulibaly de Bobo Dioulasso. Le jury 374 de ce centre de composition a accueilli 275 candidats. Et sur les 275 candidats, 63 sont admis et 80 sont au second tour. L'ambiance de la proclamation des résultats du côté de Bobo Dioulasso, c'est avec Serge Bruno Bado. Jour de vérité ici, au jury 374 du lycée Ouézin Koulibaly. Entre angoisse et inquiétude, les candidats au baccalauréat session 2023 attendent d'être situés sur leur sort. Une attente qui sera de courte durée. Et lorsque les membres du jury se présentent, c'est des prières qui montent vers le ciel en ce lendemain de Tabaski. Pour Zéa Sako, qui vient de décrocher son ticket d'entrée à l'université, c'est une immense joie qui l'anime. Oui, très content. Les mots me manquent. Je m'attendais parce que j'ai travaillé dur. Oui, j'ai travaillé dur. Donc je m'attendais à ça. Comme examen, on suppose quoi? Tu ne peux pas dire que tu peux avoir. Donc c'est pour ça. Même sentiment pour Sidiki Aboubakar Sanou, qui selon ses propos a étudié toute l'année pour aboutir à ce résultat. Je me sens en tout cas jovial. Oui, je ne sais pas quoi dire. En tout cas, j'ai pris beaucoup Dieu pour tout ce qu'il m'a fait. Donc, je remercie Dieu en tout cas. Pourquoi j'ai bossé en tout cas? J'ai tellement bossé, mais malheureusement, il y a des épreuves qui viennent. Malgré que tu bosses, il y a des épreuves qui viennent. Tu te sens en tout cas comme tu n'as jamais bossé, quoi. Mais il y a des épreuves en tout cas. Quand tu prends, tu sais que ça va. Donc c'est comme ça. En tout cas, la classe de la terminale n'est pas facile en tout cas. Eugénie Paré, venue pour les résultats de son fils, repart également satisfaite. On vient de faire les proclamations, il est admis. Je rends grâce à Dieu, à ses encadreurs, à son répétiteur de maison, M. Pouda, qui l'a toujours accompagné, qui a été vraiment sincère avec lui. Et je dis merci également à mon époux, qui est resté à ses côtés à tout temps. Merci à Dieu. Le baccalauréat, c'est aussi des larmes d'échec. Pour le docteur Félicité Barreau, présidente du jury, dans l'ensemble tout s'est bien passé et déjà les regards sont tournés vers le second tour. Les épreuves se sont bien déroulées dans l'ensemble. Il n'y a pas eu d'incident. L'ambiance a été bonne enfant avec les différents membres du jury, les correcteurs. Voilà, je pense que, en tout cas dans l'ensemble, ça s'est bien déroulé. Voilà, je n'ai pas à me plaindre pour ça. Notons que le jury 374 compte 275 candidats, dont 10 absents. Pour les épreuves du premier tour, ils sont 63 admis et 80 au second tour. La plus jeune candidate de la région des Hauts-Bassins qui a composé dans ce jury, elle se trouve au second tour. Serge Bado, Bobo Dioulasso, Watt FM. Le procès de l'affaire recrutement frauduleux à la Caisse nationale de sécurité sociale a repris vendredi matin à la cour d'appel de Ouagadougou. Cependant, aussitôt repris, il a été reporté. Les avocats des prévenus de la partie civile ne se sont pas présentés à l'audience. Les mises en cause sont soupçonnées de fraude, de favoritisme et de népotisme dans le recrutement de 84 agents au sein de l'institution pour le compte de la session de 2017. À son sommet, Maxime Jean Bambara. À peine repris dans la matinée de ce vendredi 30 juin à la cour d'appel, le procès de l'affaire recrutement frauduleux à la Caisse nationale de sécurité sociale du Burkina, CNSS, a été suspendu. Pour cause, les avocats des prévenus et de la partie civile ne se sont pas présentés à l'audience. Des absences qui, selon Maître Roméo Meda, avocat de l'un des prévenus, relèvent d'une défaillance du parquet. Vous savez que nous sommes en matière pénale. En fait, pour que mon client puisse être jugé utilement, il aurait fallu que le parquet fasse les diligences nécessaires. Concrètement, le parquet se devait en fait de citer mon client à comparaître. Et moi, avocat, en temps normal, je devais recevoir un avis à conseil, voilà, qui m'informe que cette audience devait se tenir. Malheureusement,
effectivement, dans ce cas présent, aucun des avocats n'a été alerté. C'est de façon informelle que mon client m'a informé avant-hier et je me suis présenté. Mais vous constatez que ni l'avocat et ni les avocats des prévenus, ni l'avocat et des parties civiles ne sont présents. À la demande des prévenus d'être jugés en présence de leurs avocats, le président du tribunal a donc reporté l'audience. Pour le moment, il n'y a pas de date. C'est renvoyé au rôle général vu que ce sont les vacances judiciaires. Donc ce ne sont que des audiences de vacation qu'ils font. Autrement, en fait, ils privilégient les prévenus qui sont détenus à la maison d'arrêt. Donc c'est renvoyé au rôle général en attendant qu'à la rentrée judiciaire, le dossier soit reprogrammé. C'est pour dire en réalité que le dossier, quand il n'est pas programmé, il est en dormance au rôle général. Voilà. Donc il est gardé en dormance en attendant d'être reprogrammé. Le dossier a certes été jugé en première instance et des 7 prévenus dans l'affaire, 4 avaient été relaxés pour infractions non constituées. 3 par contre ont été condamnés. Il s'agit de l'ex-directeur des ressources humaines Norbert Zeda qui a écopé de 30 mois ferme et 5 ans sans exercer dans la fonction publique. Son proche collaborateur Daniel Sawadgo qui a écopé de 20 mois ferme et 5 ans sans exercer dans la fonction publique et l'épouse du DRH Natacha Ouedraogo condamnée à 12 mois ferme et une amende de 500 000 francs CFA assorti de sursis. Mais pour Maître Meda, la motivation du premier juge ne peut pas prospérer. Et c'est pourquoi nous espérons qu'en appel, le second juge va autrement regarder le dossier. Parce que vous savez, ces genres de procès en fait, sont entourés du sensationnel. Le tribunal de l'opinion, avec l'influence du public, on a tendance à suivre en fait, ce que le public attend. Voilà. Et pour nous, cet aspect a joué sur en fait, le jugement de ce dossier. Mais je pense que la majeure partie des prévenus condamnés a écopé d'une peine d'emprisonnement de 36 mois. Et il y a la dame de M. Zeda, elle, c'est 12 mois ferme. L'on se rappelle, c'est en 2018 que la Confédération générale du travail du Burkina, section CNSS, avait relevé des cas de fraude dans le recrutement de 84 agents au sein de l'institution pour le compte de la session de 2017. Les mises en cause sont soupçonnées de fraude, de favoritisme et de népotisme. Le procès Vincent Dabilgou, lui, suit son cours. Après la déposition des témoins, le procès est entré dans la phase des réclamations hier et c'est l'État burkinabé qui a été le premier à formuler ses réclamations et demandes. L'agent judiciaire de l'État a noté que des fonds ont été détournés dans le cadre du dossier, ce qui a causé un préjudice à l'État qui réclame donc un dédommagement de plus d'1 milliard de francs CFA. Le compte-rendu est signé Alexis Winkouni Belemnaba. David Dao, gérant de la société Sapief, premier témoin à la barre ce 30 juin, dit avoir effectué des opérations financières sous les ordres de Jean-Gabriel Serré, ex-DAFA du ministère en charge des Transports, pour le compte de son patron Vincent Dabilgou. Des opérations que Jean-Gabriel Serré confirme à la question du parquet. Un retrait de 3 750 000 francs a été effectué et remis à une certaine Aïda Ouedraogo que le président du NTD nie ne pas reconnaître. Joint par appel téléphonique depuis Abidjan, cette dernière dit reconnaître le prévenu. Une autre opération de 3 275 000 francs est effectuée et remise au sieur Lucien Ilboudo, un imprimeur qui dit avoir perçu un montant de 1 750 000 francs CFA pour la confection des affiches pour les campagnes de 2020. Une double opération de 5 millions de francs CFA est effectuée pour le compte du prévenu qui lui a été remise dans son bureau selon les dires du témoin. À la barre, Vincent Dabilgou refute les faits. Interrogé par la défense, le président du NTD estime que le dossier a été savamment préparé pour l'incriminer. Eric Yao, le patron de la société Carrure, lui aussi dit avoir effectué des travaux du cabinet sans être payé. Pourtant, un certain Wilfried Salamba, l'un des architectes de son cabinet, a effectué un retrait de 8 millions de francs CFA pour son compte. Il dit ne pas reconnaître cette opération du fait que ce dernier l'aurait quitté et créé sa propre entreprise. Néanmoins, il reconnaît avoir eu un contrat d'un montant de 9 millions de francs CFA qui ne relève pas de la même période. Édouard Bado, agent d'une entreprise française de BTP, le quatrième témoin du jour qui a été entendu, lui dit avoir soutenu le prévenu pour les campagnes d'un montant estimé à 20 millions de francs CFA, mais ne disposant pas de preuves matérielles pour attester la véracité des faits. Mathias Tiao, le successeur du sieur Jean-Gabriel Serré à la DAF des Transports, lui dit qu'il a été sollicité
pour des opérations financières pour des activités en lien avec le parti NTD. Des opérations qui viennent confirmer l'affaire des 10 millions cités plus haut selon Lorraine Lac. Pour le réseau national de lutte anticorruption, les faits de tous les prévenus sont constitués. Il requiert une peine de 11 à 21 ans de prison pour les prévenus, conformément au texte juridique en la matière. Il demande de même la dissolution du parti. Au cours de l'audience, l'agence judiciaire de l'État demande aux mises en cause un dédommagement de plus d'1 milliard de francs CFA. L'audience est suspendue et reprend ce lundi 3 juillet avec la réquisition du parquet et les plaidoiries de la défense. Nous en venons à l'installation du nouveau comité national de la microfinance au nombre de 9. L'équipe a été installée par la ministre déléguée en charge de l'économie. Ce bureau aura en charge l'adoption d'un plan d'action prioritaire. Il va également procéder à l'audition des dirigeants des systèmes des finances décentralisés ayant manqué aux règles de bonne conduite de la profession. La cérémonie d'installation dans cet autre élément signé Alexis Wenkouni Belemnaba. Le secteur des microfinances burkinabé a de nouveau un gendarme. Le comité national de la microfinance, installé ce 26 juin par la ministre déléguée de l'économie en charge du budget, l'équipe de ce bureau au nombre de 9 a plusieurs missions d'adopter à son plan d'action prioritaire visant l'assainissement de ce secteur, de procéder à l'audition des dirigeants des systèmes des finances décentralisés ayant manqué aux règles de bonne conduite de la profession, de faire procéder à la fermeture des structures exerçant sans autorisation, entre autres. L'idée pour le département de l'économie burkinabé est de relever les principaux défis liés à ce secteur. L'initiative était très bonne et il y a eu des efforts qui ont été faits, il y a eu des progrès qui ont été atteints dans le secteur. Malheureusement, avec les bilans que nous faisons régulièrement, il y a beaucoup de difficultés et il y a beaucoup de défis au niveau, en tout cas, des systèmes financiers décentralisés. Et comme dans le beau du DG du Trésor, il est ressorti, il y a des créances en recouvrement à hauteur de plus de 17 milliards au niveau de ces systèmes financiers décentralisés qui sont toujours en cours. C'est dit que la tâche n'est pas du tout facile à leur niveau. Alors donc le gouvernement a décidé de mettre en place ce comité national de la microfinance qui va essayer de faire le suivi, j'allais dire un suivi rapproché. Pour le directeur de la surveillance et de contrôle des systèmes financiers décentralisés Idrissa Compaoré, ce secteur est à un tournant où plusieurs échecs sont observés. La mise en place de ce comité servira de bras de fer du gouvernement de renverser la tendance dans le secteur de l'économie. Il va être le porteur des gros dossiers, il va proposer des solutions pour que nous puissions renverser la tendance afin que le secteur-là puisse répondre à l'attente du peuple entier. Si vous regardez aujourd'hui le secteur, il compte plus de 1 600 000 personnes qui ont des comptes. Et si on regarde les autres chiffres, à savoir l'épargne collectée, les crédits distribués, on voit que c'est un très grand secteur, si bien qu'il faut un organe comme ça pour épauler les décideurs afin que ça puisse marcher très bien. Les statistiques de ce secteur à la date du 31 décembre 2022 font état de 134 systèmes financiers décentralisés agréés, plus de 366 milliards de francs CFA d'épargne collectée, plus de 326 milliards de francs CFA d'encours de crédit et de 561 points de service. Aux côtés de cette expansion, les résultats de la supervision ont toujours révélé un nombre croissant de systèmes financiers décentralisés dans cette situation de crise, selon la ministre déléguée de l'économie en charge du budget. Le comité national de la microfinance va renforcer donc la stabilité et la viabilité du secteur, mais surtout de permettre au système financier décentralisé d'être de véritables vecteurs de développement économique et social du Burkina Faso. Nous vous l'annoncions dans les titres, le CHU Algado Ouedraogo dispose désormais d'un centre d'oncologie pédiatrique flambant neuf. C'est un bâtiment R+1 offert par le Lions Club International District 403-3 en collaboration avec la Fondation Orange. D'un coût de plus de 200 millions de francs CFA, le centre permettra de prendre efficacement en charge les enfants atteints de cancer au Burkina. L'inauguration de ce centre, c'est avec Abdou Gamigné.
Le centre oncologie pédiatrique du CHU Yalgado-Ouedraogo est désormais logé dans ce bâtiment R+1 flambant neuf. Offert par le district 403A3 du Lions Club, la réalisation de l'infrastructure a coûté environ 200 millions de francs CFA. L'inauguration de ce bâtiment est un ouf de soulagement pour le personnel de la pédiatrie qui, selon le premier responsable, le professeur Flakoïta, avait des difficultés dans la prise en charge du cancer infantile. Le besoin s'est fait sentir depuis que l'équipe s'est engagée dans la prise en charge des cancers depuis l'année 2005. Au fil des années, le nombre de cas de cancer n'a fait qu'augmenter. Nous étions donc à l'exigu et naturellement dans des endroits inadéquats pour prendre en charge ces cancers des enfants, alors qu'on sait que l'infrastructure, la qualité de l'infrastructure est essentielle dans la guérison des enfants et de l'ensemble des personnels souffrant de cancer. C'est lorsque vous commencez le traitement, vous allez diminuer encore l'immunité de la personne qui souffre de cancer. Et quand l'environnement n'est pas sain, n'est pas bien, vous allez aggraver la situation. C'est pourquoi ce joyau, comme je disais, avec l'organisation qu'on va y mettre, va permettre de réduire ce problème d'infrastructure. Selon les responsables du Lions Club, le projet de réalisation de ce bâtiment a débuté il y a 3 ans et entre dans le cadre des objectifs de l'association qui œuvre pour une prise en charge adéquate des enfants atteints du cancer. Le gouverneur du district 403A3, le docteur Daouda Diallo, promet une autre phase de leur accompagnement pour le fonctionnement du centre. Nous allons passer à une seconde phase qui va être probablement la phase d'équipement. Alors, nous allons apporter avec le professeur, nous allons voir les besoins les plus pressants qui pourront leur permettre d'être beaucoup plus efficaces sur le terrain dans la prise en charge de la pathologie. Et donc, nous allons voir avec eux ce qu'il faut. Et ensemble, nous allons opérationnaliser véritablement ce bâtiment en lui permettant d'atteindre véritablement ses objectifs. Notons que ce centre est réalisé avec l'accompagnement de la Fondation Orange et d'autres partenaires. Le directeur général de l'hôpital Yalgado-Ouedraogo a promis l'entretien des locaux en attendant son équipement. En sport, nous nous intéressons au nouveau classement FIFA de 9e en mai dernier. Le Burkina descend à la 10e place au niveau africain, tandis que sur l'échiquier mondial, il passe de la 50e à la 55e place. Cette contre-performance loge donc les étalons dans le chapeau 2 des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Tous les détails dans ce élément que nous propose Yacinthe Sawadgo. Les étalons du Burkina ont régressé d'une place au classement FIFA niveau africain et de 5 au niveau mondial. Jadis 9e au classement FIFA africain de mai 2023 et 50e au niveau mondial, les étalons se retrouvent 10e nation africain et 55e au niveau mondial après leur match nul contre les éperviers du Togo et la défaite à Praia contre les requins bleus du Cap-Vert, entrant dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 dans le classement FIFA de juin. Un nouveau rang qui montre toute la débâcle d'une équipe qui avait pourtant fait bonne impression dans le passé. Cette contre-performance loge les étalons dans le chapeau 2 des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Dans ce chapeau, on retrouve des pays comme le Ghana, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, la République démocratique du Congo, la Guinée, la Zambie, le Gabon et la Guinée équatoriale. Les étalons du Burkina auraient pu être dans le chapeau 1 s'ils l'avaient emporté face au Cap-Vert. Une victoire leur aurait certainement permis d'être dans le chapeau 1 en compagnie du Maroc, du Sénégal, de la Tunisie, de l'Algérie, de l'Égypte, du Nigeria, du Cameroun, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Ainsi, les étalons pourraient se retrouver en compagnie du Maroc, de l'Angola, du Togo, du Niger et du Lesotho par exemple, ou en compagnie du Sénégal, du Soudan du Sud, du Soudan, de la Gambie et du Bénin. En tout état de cause, il n'y aura pas de poule facile, même si les équipes du chapeau 1 font office des favorites. Logés dans le chapeau 2, les étalons croiseront en phase de poule l'une des équipes du chapeau 1.
Il faut dire que dans cette campagne éliminatoire, seuls les premiers de chaque groupe seront qualifiés. Les 4 meilleurs deuxièmes se rencontreront dans un play-off pour désigner le deuxième représentant africain au mondial. On termine ce 13h avec cette décision historique au Mali. Par une résolution unanime, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de mettre fin au mandat de la MINUSMA au Mali à compter d'hier vendredi. Dès aujourd'hui donc, la MINUSMA devra entamer immédiatement la cessation de ses opérations et le transfert de ses tâches. Reportage. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté vendredi la fin de la mission de maintien de la paix au Mali après 10 ans de présence. Le vote intervient 2 semaines après que le ministre malien des Affaires étrangères, Aboulaye Diop, a stupéfait le Conseil de sécurité en qualifiant la mission de l'ONU d'échec et en demandant qu'il y soit mis fin immédiatement. Le Conseil de sécurité a voté à l'unanimité une résolution qui met fin à la mission de la MINUSMA lancée en 2013 pour empêcher une prise de pouvoir par les djihadistes. Bien que nous regrettions profondément la décision du gouvernement de transition d'abandonner la MINUSMA et le tort que cela causera au peuple malien, nous avons voté en faveur de cette résolution car nous sommes en fin de compte satisfaits du plan de retrait que ce Conseil vient d'adopter. Nous appelons les parties signataires à poursuivre leur coopération et à éviter toute action qui mettrait en péril le cessez-le-feu. Les relations du Mali avec les Nations Unies se sont fortement détériorées depuis qu'un coup d'État en 2020 a porté au pouvoir un régime militaire qui a également rompu la coopération en matière de défense avec la France. Et c'est la fin de ce 13h. Merci à vous qui l'avez suivi.